Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracker. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Bourse du journal L'Écho. Cette semaine, il s'agit d'un Tracker Talk qui se focalisera sur la différence entre Wall Street et les bourses européennes depuis le début de l'année. Alors qu'on arrive au bout du premier trimestre de l'année 2025, on constate deux dynamiques sur le marché des actions. D'une part, les marchés européens sont en franche hausse avec un stock 600 qui a gagné un peu moins de 10% depuis le 1er janvier. Sur la même période, le DAX de la bourse de Francfort a pris plus de 15% pour évoluer actuellement à des niveaux records. D'autre part, les marchés américains font grise mine, avec des valeurs technologiques, Tesla en tête, en forte baisse, si bien que le S&P 500 est brièvement entré en correction la semaine dernière, emboîtant le pas au Nasdaq, qui a connu pareil déconvenu une semaine plus tôt. Pourquoi les valeurs américaines montrent-elles autant de signes de faiblesse ? Assiste-t-on à la fin du règne des stars US de la tech ? Comment les investisseurs doivent-ils s'y prendre dans de pareilles circonstances ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons invité Yuri Huygen, analyste pour la revue L'Investisseur, Bruno Ravescott et Charles Régnier, respectivement news manager et journaliste au service Investir de la rédaction de l'Écho. Messieurs, bonjour. Bonjour Salim. Bonjour Salim. Bonjour Salim. Alors avant d'entrer dans le vif de cette discussion, je vous propose d'écouter un extrait d'une interview que nous avons réalisée avec Bernard Keppen, l'économiste en chef de la banque CBC. Nous lui demandions son avis sur le changement de tendance auquel on assiste sur les marchés actuellement. L'interview sera prochainement diffusée dans la playlist de votre podcast préféré. L'Europe, elle a une opportunité aujourd'hui. D'abord, elle a une nécessité de se réindustrialiser et puis de créer cette fameuse défense européenne qu'on attend depuis longtemps. Mais c'est une vraie opportunité pour l'Europe et c'est aussi peut-être un effet de levier qu'on peut avoir. C'est que ces capitaux européens ne financent plus l'économie américaine, mais financent l'économie européenne. Alors on l'entend, les capitaux commencent à revenir vers l'Europe. Le S&P 500 est entré en correction, comme je vous le disais dans l'introduction de ce podcast. Le Nasdaq, à forte composition technologique, avait lui déjà franchi les seuils de correction la semaine dernière. Et le Dow Jones accuse sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars 2023. Bruno, qu'est-ce qui ne va pas aux États-Unis ? On parlait il y a encore quelques mois d'exceptionnalisme américain. J'ai l'impression que le mot est devenu un petit peu passé à l'arrière-plan, si je puis dire. La raison, tout le monde la connaît. C'est l'arrivée de Trump pour un second mandat aux États-Unis et un mandat qui s'annonce quand même plus fort, plus agressif, plus radical que le premier, en tout cas pour les premiers mois. On a senti en tout cas au départ que ça portait plutôt les marchés américains jusqu'il y a à peu près un mois. Et voilà, peut-être que le sentiment des marchés à l'égard de son positionnement a changé. C'est vrai qu'à un moment donné, on prenait surtout toutes ces menaces pour une technique de négociation et donc on s'en accommodait, les investisseurs s'en accommodaient plutôt. Là on sent que ça change un petit peu, ne fût-ce que parce que les mesures douanières qui sont annoncées se multiplient, qu'on sent aussi que l'administration Trump n'a pas l'air vraiment de se préoccuper de la situation ou de l'impact que ça a sur les marchés. Et puis voilà, en toile de fond, il y a évidemment les craintes pour l'économie américaine, une inflation qui commencera à s'emballer, qui aurait des conséquences sur les consommateurs, le pilier quand même de la croissance américaine, d'où depuis quelques jours et quelques semaines, peut-être même les craintes de récession qui reviennent à l'avant-plan. Et alors, quand on regarde ce qui se passe à Wall Street, il y a une chose qui saute aux yeux, c'est toutes ces actions technologiques qui étaient les actions chouchous des investisseurs particuliers, notamment. On voit que, par exemple, les Magnificent Seven, qui regroupent les 7 géants américains du secteur technologique, on voit que la plupart d'entre elles sont en train de baisser, d'avoir des performances négatives depuis le début de l'année. Mais c'est surtout Tesla qui voit les actionnaires prendre la fuite, Charles. Bah oui, Tesla, c'est la principale victime. C'est aussi un peu éloquent parce qu'en fait, au début, c'était une des actions qui a le plus bénéficié de l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Et puis là, ça fait un gros mois que c'est un peu la débandade, quoi. Donc, ils ont perdu, je pense,
40% maintenant depuis le début de l'année. Donc c'est quand même une grosse chute. Il y a des doutes sur les fondamentaux de Tesla. Ça date pas d'hier. Voilà, ça fait un petit bout de temps que le marché des véhicules électriques ralentit. Une bonne partie de la valorisation de Tesla, en fait, est basée sur d'autres choses que simplement ses fondamentaux économiques. Mais aussi, voilà, il y avait au début Tesla le fait que la proximité entre Trump et Elon Musk, du coup le patron de Tesla, était perçue comme quelque chose de très positif. Et maintenant, il y a un peu toute cette proximité et tous les, on va dire, les déclarations de Musk parfois un peu controversées, qui on peut voir plombent en fait Tesla, même l'entreprise, donc ses ventes de véhicules électriques, etc. Et puis voilà, comme tu l'as déjà dit toi-même, Salim, il y a aussi de manière générale un désengagement des investisseurs de Wall Street vers d'autres marchés en fait, de manière globale. Et du coup, Tesla, il fait un peu les frais de tout ça, quoi. Et Yuri, en préparant l'émission, tu me disais que ça faisait très très longtemps que les marchés américains supplantaient les marchés européens. Est-ce qu'on assiste à quelque chose d'historique ? Non. En fait, ça fait effectivement donc 15 ans que Wall Street fait mieux que les autres marchés, donc à savoir l'Europe ou même les pays émergents. Alors, ce qu'il faut surtout souligner, c'est le fait qu'une correction de 10% est tout à fait normale. J'avais fait une petite recherche, donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, à Wall Street, il y a déjà eu 48 corrections. Donc ça veut dire des baisses supérieures à 10%, quoi. Donc, alors, ce qu'on voit surtout aux États-Unis, c'est pas forcément un repli du marché dans sa globalité, mais ce sont surtout donc les grosses pointures qui, elles, reculent. On ne cite pas souvent non plus en Europe le repli de certaines grosses pointures européennes, parce qu'on parle souvent des fameuses 7 magnifiques, mais on parle un peu moins des fameux granolas dont on parlait l'année passée donc dans l'écho. Donc les granolas, en fait, ce sont 11 valeurs européennes de renom, quoi. Donc le granola, c'est un acronyme donc formé des premières lettres de 11 entreprises. Donc le G, c'est GlaxoSmithKline, et puis on a 3 N, donc Novo Nordisk, et donc ce sont toutes des valeurs qui ont également bien reculé. Donc un investisseur européen qui aurait investi dans Novo Nordisk, le groupe pharma danois, ne doit pas être content aujourd'hui après la chute de 50% du titre. Donc on va dire qu'une correction de 10% du marché américain, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Je pense honnêtement qu'à long terme, il sera préférable de rester dans le marché américain et donc éventuellement de profiter justement de replis comme aujourd'hui pour justement rentrer dans le marché américain. Et alors, si on veut encore apporter de la nuance, quand on voit le marché européen, c'est pas tous les secteurs donc qui profitent du retour des investisseurs vers les valeurs européennes. Voilà, tout à fait, quoi. Donc, il faut savoir que par exemple au sein du Stoxx Europe 600, on a 3 gros secteurs. Donc on a les financières qui, elles, ont vraiment bien performé. On a les pharma qui ont un peu moins bien performé, donc parce que je prenais justement l'exemple ici de Novo Nordisk, mais bon, il y a d'autres groupes pharma qui ont également reculé ces dernières semaines. Et puis on a naturellement dans ce même indice Stoxx Europe 600, donc on a les biens industriels. Et qui est-ce qu'on retrouve dans ces biens industriels ? Bien entendu, tous ces groupes de l'armement, quoi. Donc, des valeurs comme Rheinmetall, BAE Systems, Thales, toutes des valeurs qui ont grimpé de 50, 60% ou même, voire plus de 100% pour Rheinmetall. Donc, on va dire que si l'indice Stoxx Europe 600 performe aussi bien, c'est justement grâce à ces secteurs qui, eux, ont bien performé. Et je voudrais surtout souligner donc le secteur bancaire, qui, lui, affiche vraiment des performances fulgurantes. On va dire qu'actuellement, la meilleure valeur au sein du secteur bancaire, c'est ABN AMRO. Et ABN AMRO est un groupe qui, aujourd'hui, cote encore toujours sous sa valeur comptable. Aux États-Unis, c'est bien différent. Donc, des valeurs comme JP Morgan et autres, ce sont des banques qui se négocient à plus de 2 fois la valeur comptable. Donc, ce sont vraiment 3 gros secteurs qui ont permis à l'Europe de bien progresser. Mais il y a aussi d'autres secteurs en Europe qui ne performent vraiment pas bien, quoi. Donc. Oui, alors effectivement, j'ai fait une petite recherche sur le terminal Bloomberg en reprenant les valeurs du Stoxx 600 qui affichent les meilleures performances. Effectivement, je pense que dans les 5 premières, c'est quasi toutes des actions qui sont axées sur la défense. On a effectivement Rheinmetall qui est une des plus fortes hausses. On a ThyssenKrupp qui est un groupe industriel, un conglomérat industriel, mais qui a aussi des activités liées à la défense, d'ailleurs qu'elle entend mettre cotées séparément en bourse, ce qui est évidemment à doper le cours. Et puis on retrouve les Leonardo, les Thales, les entreprises dont Yuri vient de parler. Et puis dans les 10 premières hausses, on retrouve effectivement avec des
quasi 60% de hausse depuis le début de l'année. Les bancaires, moi j'ai vu notamment Commerzbank et Société Générale qui affichent, je pense, des gains de 58%, quelque chose dans le genre. On parlait tout à l'heure des granolas, des Magnificent Seven. Hier, j'ai envoyé un mail à Charles parce qu'on a reçu un commentaire d'un analyste qui parlait des stars. Charles, tu t'es un peu intéressé aux valeurs de la défense en Europe. Bah oui, en fait, c'est ceux vraiment qui surperforment sur le marché européen. Et ça, c'est lié aux programmes d'investissement dans la défense qui vont venir de l'ensemble de l'Union européenne et plus particulièrement aussi de l'Allemagne. C'est aussi pour ça qu'il y a un retour vers le marché européen. C'est parce que là où il y a des craintes par rapport à l'économie américaine et la récession, on a l'impression que ça va peut-être être potentiellement une récession, mais même si c'est pas une récession, ça risque d'être moins brillant que ce qu'on pensait. Comme l'avait dit Bruno, ce sera peut-être plus l'exceptionnalisme américain. Du côté de l'Allemagne, justement, avec le bazooka du prochain Premier ministre, a priori, ça devrait doper la croissance en Allemagne. Et vu que l'Allemagne, c'est la première économie européenne, ça devrait probablement aussi doper à terme la croissance de l'ensemble de la zone euro. Et donc, on a un peu cette différence d'un côté américain où les attentes vont un peu à la baisse et du côté européen où les attentes montent un peu. Et donc, ça se reparque aussi sur les marchés financiers, en fait. Oui, il faut quand même souligner ici chaque fois que les marchés ils anticipent. Donc là, on est vraiment sur des perspectives, effectivement. Et je le rappelle juste parce que effectivement, même du côté de l'économie américaine, elle a déjà démontré sa forte résilience. C'est absolument pas évident de se dire qu'on va aller vers une récession et tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Du côté de l'Europe, voilà, il y a une économie qui doit aussi quand même encore se remettre sur pied ces anticipations, c'est pas sûr non plus qu'elles vont se confirmer. Donc voilà, peut-être que le rebond européen, l'attrait retrouvé pour les actions européennes va peut-être faire long feu aussi. Et alors, il faut aussi dire qu'en Europe, on a des valorisations beaucoup plus faibles qu'aux États-Unis quand on regarde les chiffres. Oui, même si il faut notamment comparer une pomme avec une pomme. Je veux dire, si on prend justement un indice comme le Stoxx Europe 600, on va dire que 8% de cet indice est composé de valeurs technologiques. Donc, il est logique qu'un indice comme le Nasdaq, qui n'est composé que de valeurs technologiques, ait des valorisations supérieures. Donc, je disais là tout de suite que les banques constituent un poids lourd au sein donc du Stoxx Europe 600. Aujourd'hui, il y a plusieurs banques qui se négocient encore à des rapports coût-bénéfice de 8, 9 ou 10, alors que on paye parfois plus de 20 voire 30 fois le bénéfice pour des technologies américaines. Donc comparons ce qui est comparable, quoi. Donc parler uniquement en termes de rapport coût-bénéfice ou d'autres ratios n'a pas de sens, mais il est clair que les bourses européennes sont depuis toujours meilleurs marchés que les bourses américaines, ça c'est vrai. Je pense que c'est aussi important de mettre quelque chose en exergue, c'est que par exemple la semaine dernière, tu avais un analyste d'une grande banque américaine qui disait que lui, il tablait par exemple sur encore une petite baisse du S&P 500 pendant les prochains mois, et puis il estimait lui que ça allait remonter en fait. Et donc, globalement, je ne sais plus exactement le chiffre, mais il estimait que ça allait remonter d'environ 10% ou 14% par rapport au cours actuel, 10-15% par rapport au cours actuel. Donc, du côté même des analystes, voilà, oui, on estime, voilà, que potentiellement, la situation va continuer à un peu s'empirer du côté de Wall Street, mais qu'à terme, quand même, d'ici la fin de l'année, ça va un peu rebondir. Après, il y a toujours la grande question, et ça, c'est ce que lui mettait en exergue. Voilà, si demain, les États-Unis tombent en récession, alors là, on est dans un cas de figure différent. Et là, ça risque par contre d'être vraiment la débandade du côté américain. Je me souviens en fait en fin d'année, deux grandes banques américaines, donc Bank of America et je pense que c'était aussi Goldman Sachs, avaient fait des prévisions pour le Standard & Poor's 500 et donc ils partaient tous les deux d'environ 6 000 points et ils avaient tous les deux un scénario bearish de 5 000 points et positif de 7 000 points. Donc en fait, ils ne savaient vraiment pas dans quelle direction le marché allait évoluer, quoi. Donc c'est vrai que quelque part, faire des prévisions n'est vraiment pas chose aisée, quoi. Donc pas facile d'avoir la bonne boule de cristal. Alors on le disait dans l'introduction du podcast, on est à la fin de la période des résultats annuels ou trimestriels, des valeurs européennes notamment. Alors chaque publication de résultats est scrutée de près par les investisseurs, car c'est souvent l'occasion d'annoncer une actualité forte ou un changement de cap dans la vie d'une entreprise. Et à la bourse de Bruxelles notamment, dans les petites capitalisations, on n'a pas été déçu, Yuri.
Non, effectivement, en l'espace d'un mois, en fait, on assiste à 2 OPA, donc sur 2 entreprises, donc à savoir Smart Photo, donc avec une prime relativement intéressante, et puis également donc une offre sur Roularta, donc qui est actionnaire de référence de l'Éco, notamment, quoi. Donc là, il faut être honnête que la prime payée est quand même assez chiche, quoi. Donc alors, ce qui est plus important en fait à noter, c'est qu'on voit que de plus en plus les small caps commencent à intéresser donc les petits investisseurs, parce que c'est vrai que ces dernières années, grâce naturellement à tous ces ETF, donc on a mis l'accent que sur les grosses capitalisations boursières, quoi. Donc parce qu'il faut bien comprendre que chaque fois qu'un ETF est lancé, les capitaux qui sont investis dans un ETF vont vers des big caps, et donc ça veut dire que les mid caps et les small caps sont délaissés. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises small cap ou mid cap se posent vraiment la question de savoir pourquoi rester en bourse. Parce que généralement, lorsqu'on est en bourse, le but premier d'être en bourse, c'est justement d'avoir accès au marché des capitaux. Donc c'est de réaliser des augmentations de capital, c'est de faire appel au marché obligataire. À partir du moment où on ne fait pas appel aux investisseurs, pourquoi rester en bourse? Moi, je connais beaucoup de chefs d'entreprise, de petites sociétés qui me disent que voilà, publier tous les trimestres un update de ce qu'ils font, ça prend trop de temps, quoi. Donc, ils mettent plus de temps dans leur communiqué de presse que dans l'activité même, quoi. Donc, et on voit aussi très clairement que la bourse de Bruxelles n'a pas attiré de nouveaux acteurs ces dernières années. Bon, normalement, d'ici quelques semaines, nous devrions avoir donc une nouvelle IPO sur Euronext Bruxelles, mais on voit très bien qu'il n'y a plus vraiment d'attrait d'être coté à la bourse d'Euronext Bruxelles en tant que small et mid cap. Et je ne serais pas étonné qu'au cours des prochaines semaines, nous ayons droit encore à d'autres OPA sur des valeurs telles que Mico, De Koning, Spadel, je peux encore en citer plein d'autres, parce que justement, ce sont toutes des valeurs qui ont vu leur valorisation baisser fortement et qui pourraient naturellement inciter les actionnaires familiaux ou d'autres actionnaires de racheter ces entreprises. Oui, je dirais, juste pour abonder dans le même sens que Yuri, c'est effectivement dommage de voir toutes ces sociétés quitter la bourse de Bruxelles. Le problème aussi avec les mid-caps et les small-caps, c'est que elles manquent aussi crucialement, et c'est un cercle vicieux, elles manquent de liquidité, ce qui peut aussi effrayer davantage les investisseurs. Voilà, on peut... Pour reprendre peut-être ce dont on parlait tout à l'heure par rapport à l'attrait des bourses européennes, on peut espérer que ça relance de l'attrait aussi pour des mises en bourse. Maintenant, tout ça est aussi fort axé sur les conditions de marché, et en ce moment, on est plutôt sur des conditions très volatiles, ce qui n'est pas sûr que ça arrange les choses non plus. Mmh. Et alors aujourd'hui, on attend la clôture, donc on enregistre mardi, on attend la clôture pour acter un Belvin qui est revenu aux 4500 points. Il y a eu un changement de composition aussi dans le Belvin qui sera actif la semaine suivante, où Montea remplacera Galapagos. Et là, Galapagos, du coup, change de division et n'aura plus accès au même type d'actionnaire. Même si on a déjà vu donc des cas de figure, je prends un exemple de Colruyt. Donc à partir du moment où Colruyt a quitté le Belvin, c'est depuis son retrait du Belvin que le titre a commencé à remonter. Donc je ne serais pas étonné qu'éventuellement Galapagos fasse de même, dans la mesure où l'un ou l'autre résultat d'étude soit positif, bien entendu. Ce qui est assez étonnant quand même avec ces changements, c'est que, remarquable, c'est qu'on va se retrouver avec une composition du Belvin qui sera encore plus axée sur les immobilières. 4 cires, quoi, donc. 1/5 de l'indice, c'est de la brique. Et alors, Bruno Charles, vous qui suivez particulièrement les valeurs européennes, est-ce que vous avez constaté des mouvements, des annonces qui valent la peine d'être abordées ici? Moi, c'est comme Yuri a dit, je pense que par exemple les bancaires en Europe, depuis le début de l'année, c'est assez solide, ils ont fait plutôt une bonne saison de résultats. À part ça, les valeurs de la défense, mais c'est des sujets qu'on a déjà abordés en fait. Oui, on parlait de la pharma tout à l'heure et de Novo Nordisk qui a, à mon avis, plombé tout le segment pharma du Stoxx 600 vu le poids énorme, et c'est pas juste un jeu de mots pour ce champion des traitements anti-obésité. Après, pour refaire un petit cocorico, parce qu'on en parlait tout à l'heure hors antenne, le meilleur performeur du Belvin cette année, c'est AB InBev. Du coup, le poids lourd de
de la côte bruxelloise. Et donc, du coup, ça porte aussi l'entièreté du Belvin parce qu'il pèse plus lourd que les autres, quoi. Et ça, c'est quand même pas mal aussi. Oui, c'est assez impressionnant quand même. Plus 20% depuis le début de l'année, donc 15% gagnés en fait en l'espace d'un mois autour des résultats. Des résultats qui étaient quand même plutôt positifs. Et puis surtout, il y avait ce désendettement du groupe. On sait que c'est un peu le boulet que traîne AB InBev depuis des années. Depuis tous ces rachats qui en ont fait le mastodonte qu'on connaît. Yuri, à l'investisseur, vous suivez des centaines de valeurs. Est-ce que dans nos marchés voisins, tu as repéré des mouvements intéressants ? Je vais peut-être étonner nos auditeurs, mais j'avais épinglé en fait Wolters Kluwer, donc une entreprise néerlandaise. C'est un fournisseur en fait de données et de logiciels, donc qui fournit surtout ses services à des juristes, à des médecins, à des comptables. Alors ce qui est impressionnant donc à cette valeur, c'est que c'est une entreprise ce qu'on appelle à l'investisseur, donc de croissance, donc une entreprise qui voit son bénéfice croître de plus de 10% par an depuis facilement 10 ans, qui réalise une marge d'exploitation de 21%, c'est énorme. Hein. Ça pour vous donner une idée, au fait, un groupe comme Carrefour, pour donner une idée, donc réalise une marge de 2%. Donc quand on réalise une marge d'exploitation de 21%, on réalise déjà de belles marges. C'est limite les marges qu'on réalise dans le secteur technologique, quoi. Alors je pourrais encore citer plein d'autres choses. Donc une entreprise avec une structure bilantaire très saine, elle rachète depuis 5 ans chaque année donc des actions propres, donc tout va bien. Et puis, on voyait le titre atteindre donc 180 €. Ça faisait même 13 ans d'affilée que le titre grimpait donc sans interruption. Et puis, le jour de l'annonce des résultats 2024, qui était très bon, on annonce également dans un communiqué de presse séparé que la CEO, qui était CEO depuis 2003, allait quitter l'entreprise en 2026. Donc le titre, il est passé le jour même de 180 à 156. Aujourd'hui, on est à 141 €. Alors que honnêtement, rien ne va changer. C'est un groupe qui réalise aussi environ 80% de son chiffre d'affaires via des formules d'abonnement. Donc c'est vraiment un business très stable, donc avec une visibilité en termes de revenus très importante. Et donc la CEO actuelle va être remplacée par la CEO d'une des filiales et qui fait bien son boulot. Et donc je me dis, pourquoi est-ce que le titre a perdu 10 milliards de valeur boursière, parce que le titre valait environ 44 milliards, donc maintenant environ 34. Donc le titre a perdu 10 milliards de valeur boursière avec l'annonce du départ de son CEO. Donc on parlait avant souvent de l'homme qui valait 6 milliards. Ici, j'ai l'impression que la CEO, c'était la femme qui valait 10 milliards. Donc Et là, on est à la bourse d'Amsterdam. Tout à fait, quoi. Donc à la bourse d'Amsterdam, mais avec un groupe qui réalise facilement 60% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Moi, je me dis franchement que c'est vraiment le type de valeur qu'il faut vraiment reprendre en portefeuille, quoi. Donc, parce que justement, je pense que cette croissance qu'on a vue ces 5 dernières années pourra se poursuivre. Donc, si j'ai pris ici cet exemple de Wolters Kluwer, c'est parce que voilà, c'est pour sortir un petit peu des sentiers battus, quoi. Donc, j'aurais pu naturellement citer des valeurs bien plus connues comme Sofina et autres. Donc, mais à mon avis, ce qu'on a vu sur Wolters Kluwer prouve bien qu'avoir un bon CEO a également donc un impact positif sur une entreprise. Et ça prouve aussi qu'il faut suivre la vie, l'actualité des entreprises, notamment au moment où il y a des publications de résultats. Voilà, tout à fait. Moi, je pensais juste à une autre valeur, je dirais pas comme Yuri, donc je conseillerais pas de l'acheter ou peu importe, je me suis pas trop intéressé à ça, mais quand on parlait de mouvements particuliers qu'il y a eu ces dernières semaines, il y a un mouvement qui m'est quand même revenu en tête, une envolée stratosphérique en bourse, c'est quand même Eutelsat, donc ce fournisseur de satellites français. Donc du coup, avec la guerre en Ukraine et aussi voilà le mouvement un peu plus protectionniste américain, voilà Trump qui mettait la pression à Zelensky, tout ça, il y a un doute sur le fait que les Ukrainiens pourront encore utiliser du coup le programme Starlink d'Elon Musk, et donc du coup ils pourront peut-être les remplacer avec les satellites d'Eutelsat. Et donc, du coup, ça fait absolument décoller l'action, mais de manière vraiment stratosphérique, au point où, personnellement, la première fois que j'ai vu cet envolé, je me suis demandé s'ils n'avaient pas fait une erreur. Mais c'était vraiment, ça, c'est un mouvement quand même assez particulier. C'est aussi une preuve que, voilà, parfois avec le développement de la géopolitique, ça peut aussi offrir des opportunités, quoi.
On passe à présent à la dernière partie de ce podcast, la question des trackers de l'écho, notre communauté d'investisseurs qui nous suit sur les réseaux sociaux. Chaque semaine, nous demandons à nos invités de poser une question à destination de nos auditeurs. Et dans les Tracker Talk, nous tentons de répondre à certaines de ces questions, comme celle que nous avait posée Léopold lorsqu'il était venu nous raconter son histoire avec les marchés. On écoute sa question. J'aimerais demander aux trackers de l'écho comment ils font pour comparer des entreprises avec des données classiques comme cours bénéfice ou la valeur de l'entreprise comparée à l'EBITDA, quand toutes ces données sont un petit peu biaisées par la chute des cours et pas forcément des bénéfices des entreprises. Moi, je pense que cet indicateur, en fait, je sais pas s'il faut le considérer comme ça, mais tu prends un groupe comme Tesla, ok. Tesla, il a un ratio cours-bénéfice pour les 12 prochains mois. Donc, il compare sa valorisation boursière par rapport au bénéfice qu'il va générer dans les 12 prochains mois de 82. Alors aujourd'hui, c'est 80 et quelques. C'est énorme. Enfin, c'est beaucoup plus grand que même d'autres grands géants de la tech comme Nvidia qui doit être maintenant dans les 26, 27, un truc comme ça. Le reste des Magnificent Seven, je crois qu'ils sont à aussi 26, 27. Et un groupe comme par exemple Alphabet, il est à 18. Donc tu vois que Tesla, sa valorisation comparée à ses fondamentaux et son bénéfice, il a une valorisation beaucoup plus grande que ses fondamentaux. Et du coup, cette information, t'en fais ce que tu veux, mais ça te permet quand même un peu aussi de te rendre compte à quel point un groupe a peut-être été trop acheté, parce que du coup, alors, ça a gonflé sa valorisation par rapport à ce qu'il génère réellement comme bénéfice. Donc pour moi, c'est plus un indicateur qui te donne une indication à ce niveau-là. Et en fait, c'est aussi un indicateur technique qui permet aussi de pouvoir estimer quand est-ce que ça peut être un bon point d'entrée. Dans le cas de Tesla, on paye surtout une sorte de valeur d'attente. Allez, je pense qu'une personne comme Elon Musk pourrait d'ici 2, 3, 5 ans sortir un nouveau produit qui réalisera peut-être des marges encore plus importantes que sur les voitures Tesla. Donc il a bien prouvé qu'avec tout son programme aérien et autres, qu'il est très, très novateur en termes de produits. Et donc, lorsqu'on achète un titre comme Tesla, on n'achète pas forcément le groupe automobile, on achète surtout donc les idées novatrices derrière Elon Musk. Et je pense que à la limite, payer 82 fois le bénéfice attendu, ce n'est pas excessif. Moi, à la limite, je me pose plus des questions avec des entreprises qui, pendant 5 ans, affichent un rapport coût-bénéfice de 6 ou 7. Là, je me dis que c'est pas bon non plus, quoi. Donc, je préfère payer plus de 20 fois le bénéfice pour l'entreprise, mais en me disant que cette entreprise est capable, au cours des 2-3 prochaines années, de réaliser donc une croissance bénéficiaire de 10%, quoi. Donc, certains rapports coût-bénéfice élevés sont justifiés si la croissance suit. Moi, je rajouterais qu'il faut prendre ces indicateurs pour ce qu'ils sont. Effectivement, si les cours et donc les valorisations bougent pas mal en bourse, ça n'empêche que Tesla, quand on dit 82 de ratio cours-bénéfice, c'est à l'instant d'aujourd'hui, après une chute quand même assez spectaculaire. Donc, je vous laisse imaginer à combien on était avant. C'était un ratio qui dépassait les 100. Maintenant, effectivement, c'est juste une manière de comparer une société par rapport à une autre. Et toutes les sociétés bougent en bourse, donc fatalement ces chiffres changent. Enfin, on n'arrive pas toujours à des différences comme on l'a vu ici avec Tesla. On a un mouvement sur le cours qui est quand même assez impressionnant en à peine 2 semaines. Généralement, ce sont des indicateurs qui restent, je pense, fiables, mais qu'il faut prendre pour ce qu'ils sont. Les fondamentaux, ça reste malgré tout le business model de la société, la capacité à faire grandir ses bénéfices. Et puis aussi, il y a d'autres aspects qui jouent généralement dans l'attrait d'une action, c'est notamment lorsque la société entend reverser une partie en dividende à ses actionnaires, ou si elle fait des rachats d'actions, évidemment ça a tendance à doper la valeur de l'action pour les actionnaires qui les détiennent. Eh bien, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Merci Yuri, Charles et Bruno pour votre participation et vos réponses éclairantes. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle rencontre dans Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. C'était Salim Nesba au micro et Julie Garrigue à la réalisation.